Vous entendez bien, c'est bon? C'est très bien là. Parfait. Ok. Euh, Bonjour à tous. Désolé pour les petits soucis techniques, on va y arriver. Donc, on est le groupe 50, composé des 4 personnes que vous voyez devant vous, et nos encadrants sont Marc-Oliver Pal et Thibaut de Swart. Notre sujet, c'est autoprotection, éthique versus agents autonomes et algorithmes. Autoprotection, c'est pour pouvoir se prémunir des potentielles dérives liées aux agents autonomes. L'éthique face aux agents autonomes, c'est pour pouvoir nuancer la recherche d'efficacité que l'on a dans les agents autonomes au travers de la relativité de l'éthique, dont on vous parlera un petit peu plus tard. Et pourquoi est-ce que les agents autonomes sont associés aux algorithmes, puisque les algorithmes sont un élément essentiel des agents autonomes qui leur permettent d'arriver à une décision et qui leur permettent justement d'avoir cette autonomie. On va d'abord vous présenter la planification des tâches et les jalons pour que vous ayez un aperçu du projet et de la direction dans laquelle on va. Ensuite, on va vous parler de notre organisation pour savoir comment est-ce qu'on réalise les tâches qui nous incombent. Enfin, comment est-ce qu'on rapporte l'avancement de ces tâches? Comment est-ce qu'on collabore entre nous? Ce qu'on a pu découvrir sur le sujet au cours de la période et les risques qu'on a pu identifier et les solutions qu'on a mises en face. Alors, on va d'abord vous parler des livrables attendus, des objectifs et de l'impact du projet et des différentes grandes tâches et des grands jalons. Le projet est décomposé en deux rendus, un principal qui est la rédaction d'un article scientifique que l'on souhaite pouvoir publier dans une revue académique. Cet article a pour but de pouvoir donner à une personne qui n'est pas forcément au fait du sujet une vision générale de l'état de l'art et pour voir à quelqu'un qui suivrait le sujet de manière un petit peu distante de se remettre à jour et d'avoir une idée des évolutions sur les dernières années. Le second livrable, qui est un livrable plus secondaire, est une vidéo de présentation. Donc, on pense interroger un expert sur le sujet, nommément Ken Brown, qui est un professeur britannique spécialisé dans l'intelligence artificielle et qui s'attarde sur les questions éthiques. Et ça, c'est les tâches qui sont en cours de démarrage. Hop. L'objectif et l'impact du projet, l'objectif, c'est pour nous, en tant qu'étudiants, de pouvoir réfléchir sur notre formation et remettre en contexte les technologies qu'on étudie. Et pour nos lecteurs, c'est de pouvoir potentiellement prendre du recul sur le fait que les technologies n'évoluent pas dans le vide et doivent être comprises comme évoluant dans un cadre qui est le cadre social, qui va avoir des impacts des impacts en raison des différents objectifs qui peuvent exister et qui vont venir justement influencer la façon dont la technologie évolue et se place au centre de ces différents impacts. Le projet est décomposé en deux types de jalons principaux. Les deux premiers jalons sont des jalons d'exploration qui nous permettent de comprendre finalement le cadre du sujet et les grands éléments de la discussion que l'on retrouve dans la littérature académique à l'heure actuelle. Et les deux grands jalons suivants sont des jalons de rédaction de l'article et de la réalisation de la vidéo. Si on considère à partir de la période actuelle, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment, on a déjà rédigé un premier plan qu'on est en train d'alimenter et on commence. Il y a deux flux de travail, donc un flux sur la rédaction de l'article et un flux sur la réalisation des entretiens, qui est en train de commencer. Donc avec à l'heure actuelle, finalement la synthèse et vraiment la création de la structure de notre article pour pouvoir l'alimenter des travaux des recherches de nos travaux courant février et pouvoir commencer à finaliser début mars et vraiment arriver sur la fin mars. Comment est-ce qu'on s'est réparti les tâches? Comme l'article est notre rendu principal et que c'est un article que nous faisons tous ensemble, nous sommes pour le moment tous focalisés sur l'article au travers de nos lectures, des discussions que nous avons de manière hebdomadaire et des phases de rédaction itérative que nous faisons. Et la vidéo, donc la partie qui commence à partir de maintenant, puisqu'il nous fallait suffisamment de background au travers de nos recherches pour pouvoir avoir une trame d'entretien qui soit pertinente et pour pouvoir cibler les personnes que nous souhaitions interroger et avoir quelque chose qui soit au final intéressant à produire. Alors, dans cette partie-là, je vais vous parler du rythme de fonctionnement de notre projet. Alors, lors de notre projet, on a fonctionné en deux phases. Une première phase de recherche où on a pu lire de notre côté plusieurs articles liés à notre sujet de projet. On les a synthétisés par la suite et on faisait des présentations à nos tuteurs. Et à la suite de ces présentations, on discutait des éléments relatifs à notre projet. Et une deuxième phase, la phase de rédaction, où nous rédigions des briques de notre article scientifique petit à petit,
en se basant sur les éléments qu'on a troublés lors de la phase de recherche. On a pu maintenir ce rythme de fonctionnement de 2 phases avec des réunions hebdomadaires avec nos tuteurs. Dans cette partie, je vais vous parler des outils de collaboration qu'on a utilisés pour la gestion de projet, la rédaction de l'article scientifique. Pour la gestion de projet, on a utilisé le Chaospad pour la prise de notes en réunion, le Discord pour la communication à distance, Google Drive pour stocker les présentations, les notes de lecture et tous les documents liés à notre projet. Et pour la rédaction de l'article, nous avons utilisé Overleaf, qui est un éditeur collaboratif en ligne. On a une vue là sur l'outil Overleaf où on compile du code de LaTeX d'un côté pour avoir l'article sous la bonne mise en forme de l'autre côté. Du coup, on va maintenant vous présenter plus le fond de notre travail. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, voici un résumé de nos principaux résultats. Donc tout d'abord, on a pu réaliser des mind maps individuels afin de cartographier le sujet. Et cela nous a permis de nous accorder sur une définition commune de la notion d'autonomie et identifier des points transverses entre autonomie et éthique. On a également pu construire une vision commune de l'éthique et mener une réflexion sur l'éthique des systèmes autonomes. Et enfin, on a commencé à travailler sur un plan provisoire de l'article où on souhaiterait publier. Donc le sujet d'étude est particulièrement vaste. On s'en est rendu compte assez vite lors de nos recherches. Donc on a une grande diversité des concepts à étudier, mais également de la littérature et de la documentation existante. Et afin de structurer toutes les informations regroupées, on a fait le choix de réaliser des mind maps individuels. Et cet exercice a été vraiment d'une grande aide pour structurer l'ensemble des informations, des concepts, mais également la grande diversité des sources étudiées. Tous ces travaux réalisés par chacun d'entre nous de son côté ont été revus en groupe, discutés en groupe, et on a pu s'accorder sur une vision commune de l'autonomie. Cette notion, dans la suite de notre travail, nous allons la définir comme ceci, comme étant la capacité d'un système à évoluer dans la société, mais en absence d'intervention humaine. Cela inclut notamment les tâches suivantes le système, l'apprentissage de son environnement sur la base de ce qu'il perçoit, la décision des actions à mener, et on se rend bien compte que la véritable disruption des systèmes autonomes, en fait, c'est la fin de la dépendance de toute intervention humaine dans ces différentes tâches. Il nous a également paru important de faire un point sur la méthodologie à adopter lorsqu'on travaille sur des sujets d'autonomie. Donc on commence bien évidemment par s'assurer du bon fonctionnement de l'autonomie du système sous étude, mais il faut également s'assurer de l'interopérabilité des différents systèmes autonomes qui peuvent évoluer ensemble. Enfin, il nous paraît particulièrement intéressant que des Key Performance Indicators, ou KPI, soient définis de manière universelle pour pouvoir évaluer l'efficience de systèmes autonomes. Avec cette vision commune de l'autonomie, on a pu identifier des points un peu plus transverses à l'éthique. Et là, on se rend compte d'un point particulièrement intéressant, c'est que l'éthique, classiquement, ça a trait à l'humain, parce que ça nécessite une certaine réflexion. Et comme là, on travaille sur des systèmes autonomes, il n'y a plus d'intervention humaine, et on perçoit bien la tension entre les deux notions clés de notre sujet. On a identifié 4 points un peu plus conflictuels ou de tension, et qui sont jugés, différenciés, identifiés et application humaine. Tout d'abord, le système autonome doit être capable de juger l'environnement dans lequel il évolue. Et cette tâche se fait dans un certain contexte particulier de données. Donc, ce contexte peut être par exemple culturel, économique, temporel, par exemple. Le système doit également être capable de différencier les différentes situations auxquelles il peut faire face. Que ce soit des situations très courantes de la vie quotidienne ou plus spécifiques qui nécessitent un traitement particulier. Et cela se fait toujours dans le contexte dont je viens de parler. Il faut ensuite définir le comportement adopté, c'est-à-dire les actions à entreprendre.
Et le dernier point qu'on a décidé d'appeler implication humaine porte plus sur la considération des conséquences des actions entreprises. On parle là de tout ce qui est dommages collatéraux qui seront perçus de manière différente suivant le domaine d'application des systèmes autonomes, que ce soit du militaire, du transport, du secourisme, par exemple. Enfin, pour bien se rendre compte de toute la difficulté et complexité de ces points-là, il est essentiel de mentionner The Moral Machine, qui est une expérience du MIT qui permet d'étudier l'éthique dans des situations dangereuses que des systèmes autonomes, donc en l'occurrence des véhicules autonomes, peuvent faire face dans la société. Et on se rend bien compte que la notion d'éthique est un concept qui n'est pas aisé à appliquer au système autonome. Concernant notre définition commune de l'éthique, donc après avoir regroupé toutes nos recherches et les avoir mises en commun, on a essayé de trouver quelle serait une définition de l'éthique, puisque c'est difficile à en trouver une, si ce n'est celle du dictionnaire qui dit que l'éthique, il faut aller voir du côté de la morale. Et donc en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les définitions communes de ce qui était donné de l'éthique, c'est que l'éthique, c'est la réflexion sur l'opposition entre le bon, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et en fait, l'éthique par rapport à la morale a un statut tout à fait relatif, puisque la morale, elle, décline des lois universelles en faisant la réflexion sur l'opposition du bon, du bien et du mal. Et donc l'éthique a un statut relatif en fonction des sociétés, donc la société dans laquelle on évolue, dans laquelle on est né, des coutumes, des croyances, de nos pères, de ce qui nous a été appris. L'éthique est aussi relative en fonction de l'environnement qui nous entoure et des générations. Partant de des premières définitions qu'on a eues concernant l'éthique, eh bien, on pourrait déjà donner une première définition de ce qu'est un système autonome éthique. Et donc, un système autonome éthique prendrait les meilleures décisions dans le but d'améliorer les conditions de vie des humains. Mais on va voir qu'en fait, c'est pas si facile d'appliquer l'éthique aux systèmes autonomes. Aujourd'hui, les scientifiques et les groupes de réflexion autour de l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes réfléchissent aujourd'hui à ces questions d'éthique pour programmer les systèmes de demain. Et il est apparu au niveau de l'éthique, puisque c'est un concept complexe à définir, que principaux domaines de réflexion, là on vous en a mis 5, principaux domaines de réflexion apparaissent. Et donc, dans la conception d'un système autonome éthique, on a le principe de transparence. Alors on connaît bien la transparence au niveau de la transparence des données utilisateurs, mais là aussi c'est est-ce qu'il faut que mon système soit transparent dans son mécanisme de mise en place et de réflexion de comment est-ce qu'il fonctionne en fait. Ensuite, on a la notion de justice et équité. Les scientifiques et les groupes de réflexion sont d'accord pour se dire que un système autonome doit être juste et équitable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire de discrimination entre ses utilisateurs, par exemple. Et donc, il faut aussi penser, dans la mise en place du système autonome, à des mécanismes de vérification de ce paramètre. Ensuite, on voit qu'on peut appliquer également un système autonome éthique devrait être bienveillant. Et donc un système autonome éthique qui est bienveillant, c'est un système autonome qui est là dans le but d'améliorer la condition de vie des humains et qui ne doit pas nuire. Et pour vérifier ce critère, les programmeurs mettent en place en fait plutôt des systèmes de restriction pour éviter au système autonome d'être malveillant. Ensuite, on a beaucoup de questions autour de la notion de la vie privée. Donc là, la vie privée, c'est encore c'est complexe parce que c'est subjectif à chacun, en fonction de où est-ce qu'on habite, si on est plutôt en Asie, en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Et donc en fait, les principes de vie privée, c'est comment est-ce que si la technologie jusqu'où la technologie va s'intégrer dans notre vie privée, des systèmes autonomes, et est-ce qu'elle va pas au fur et à mesure complètement remplacer des fonctionnalités qu'on avait et auquel cas nous faire régresser. Et donc là, ce principe de vie privée et de système autonome éthique
viendrait complètement en désaccord avec le système de bienveillance qui est de ne pas nuire. Et enfin, un principe important sur la réflexion autour de l'éthique dans les systèmes autonomes, c'est la responsabilité. Quand ce principe il intervient souvent, la plupart du temps, quand le système autonome il est remis en question, ou alors lorsqu'il produit un accident. Et à qui est la faute? Est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est l'intégrateur du système? Est-ce que c'est l'utilisateur? Ce sont les principaux domaines sur lesquels il faut avoir une réflexion éthique pour les systèmes autonomes. Alors, comme il a été mentionné avant, lors de la phase de recherche, on a lu de notre côté plusieurs articles qu'on a essayé chacun de synthétiser en mind map. Ça nous a donné 4 mind maps qu'on a regroupées en une grande. On a une capture d'écran de celle-ci sur l'écran. Et grâce à cet exercice, on a pu ressortir les problématiques et les parties importantes de notre sujet qu'il faudrait à tout prix mettre dans notre article. C'est ce qui nous a donné le plan provisoire de l'article qu'on voit à côté. C'est juste à titre indicatif pour voir vers quelle direction on va. Alors, pour l'évaluation des risques liés à notre projet, on a deux catégories de risques, des risques de haut niveau et des risques opérationnels. Pour les risques de haut niveau, on a un premier lié à la problématique qui peut ne pas être solide vu que notre sujet est très vaste, il est très facile de s'y perdre. C'est pour cela qu'on essaye de faire plus court mais plus percutant en supprimant quelques parties de notre sujet. Et un autre risque qui est de reproduire un article déjà existant. C'est pour cela qu'on essaye de lire un maximum d'articles et de synthétiser tout cela dans une des parties de notre article. Alors, pour les risques opérationnels, on a un premier lié à la disponibilité de la personne interrogée. C'est pour cela qu'on va essayer de contacter d'autres personnes afin de prendre nos précautions. Un autre lié au temps de montage vidéo, vu que personne dans notre groupe n'a de compétences dans ce domaine, ça pourrait prendre plus de temps que prévu. Et un dernier risque lié à la perte des données sur l'Overleaf, vu que notre article scientifique est stocké que sur l'Overleaf, on essaie de faire des sauvegardes régulières en local pour garder une copie. Alors, merci de votre attention. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci pour la présentation. Oui, normalement. Donc la question pour ceux à distance, c'est quel est le lien avec les algorithmes? Donc si on revient, on n'est pas. Oui. Donc si on repasse rapidement, on a essayé de le présenter au début justement. En fait, donc c'est vraiment tout au début. Voilà. Donc en fait, l'agent autonome pour pouvoir être capable de prendre des décisions, il a besoin d'un algorithme qui va lui permettre de justement d'être capable de. Donc si je reviens ici, ce sera peut-être plus clair dans la formulation. Voilà. En fait, l'agent autonome, ce qui est par ça, et pour être capable de décider et d'apprendre, il va avoir besoin de cet algorithme pour pouvoir prendre la décision et pour pouvoir derrière planifier et réaliser finalement l'ensemble de la tâche qui lui permet de faire ce pourquoi il a été fait, ce pourquoi il a été conçu. Donc il y a vraiment besoin de cet algorithme pour être capable de, au final, prendre la décision. C'est pour ça qu'en fait, sur une grande partie de la littérature, il est difficile de dissocier l'agent autonome de l'intelligence artificielle, puisqu'au final, il se base sur l'intelligence artificielle pour pouvoir prendre sa décision. Et donc, c'est tous les algorithmes derrière qui vont permettre justement, à partir des inputs qu'il a, au travers de la perception, de venir prendre la décision et de venir utiliser les actuateurs, donc les différents éléments qu'il a pour interagir sur son environnement, pour pouvoir justement prendre ses actions et aller vers l'objectif qu'il est censé avoir. Un peu une controverse. Est-ce que vous avez identifié une approche dans lesquelles je peux pas satisfaire son objectif? Alors, donc la question c'est est-ce que l'agent autonome
va toujours satisfaire son objectif premier ou est-ce que l'éthique peut finalement prendre place à la place de l'objectif principal? Alors, c'est une réflexion qui est en cours et en fonction des différentes façons dont est définie l'éthique. En fait, l'éthique a trois grands courants philosophiques principaux. Et il y a un courant qui dit qu'au final, peu importe les moyens, tant qu'on arrive à une finalité qui est meilleure pour tous, on s'en moque. Donc, entre guillemets, là, l'éthique ne pourrait pas prendre le pas. Par exemple, si on pourrait éviter, mettons une voiture autonome qui voit une mamie qui traverse et qui ne peut pas l'éviter. Potentiellement, elle pourrait l'éviter, mais ça causerait une demi-heure d'embouteillage pour toute la ville. Là, dans cette vision de l'éthique-là, à la limite, il faut écraser la mamie pour faire gagner une demi-heure de trafic à tout le monde parce que derrière, ça crée de la pollution, il y a forcément plus d'impact que la vie d'une petite mamie. Donc, dans cette vision-là, non. Mais il y a dans d'autres visions, oui, c'est plus l'action au moment T qui est importante et pas finalement l'impact que cela aura sur les autres. Et dans ces visions-là, oui, il y aurait une vision. Et donc, il y a différents articles de recherche qui parlent du fait de créer au final une volonté de la part de l'agent autonome de satisfaire certains buts, avec certains buts ayant une précédence vis-à-vis des autres. Donc, avec soit l'éthique d'abord, soit au final sa finalité pour laquelle il a été créé à la base. Et c'est vraiment en fonction du contexte dans lequel la machine évolue que ça va avoir un impact. C'est-à-dire que si on a une machine qui fait des cookies, par exemple, l'éthique, ça va peut-être être secondaire vis-à-vis de ce qui, de sa capacité à produire et la vitesse de production. Alors que si on a une machine qui évolue dans un contexte, par exemple, je sais pas, une ambulance autonome ou quelque chose comme ça va peut-être, l'éthique va être plus importante. Et donc, c'est vraiment, il n'y a pas une question, il n'y a pas une réponse tranchée. Oui, il y a des cas dans lesquels l'éthique va venir prendre le pas, mais il y a des cas aussi dans lesquels ce ne sera pas le cas. L'interaction avec les gens autonomes. On ressort et du coup. Ouais. Donc aujourd'hui, Du coup, la question, c'est la présence des interventions humaines dans la boucle des systèmes autonomes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de système complètement autonome qui évolue dans notre société. Donc je pense principalement aux véhicules autonomes. Donc aujourd'hui, c'est un grand projet, on en parle beaucoup, mais on n'a pas de véhicules 100% autonomes qui circulent sur nos routes. Ça arrive progressivement. Voilà, il y a une grande partie d'assistance. Alors il y a des tests sur route ouvertes, donc qui sont mêlés à la circulation de tout à chacun, où les véhicules sont vraiment autonomes, mais ils doivent être capables dans la régulation, dans la loi aujourd'hui, de mentionner au conducteur qu'il n'est plus capable de gérer la situation. Et il y a également une dimension de vérification que l'humain peut reprendre la main. C'est-à-dire que le véhicule autonome doit s'assurer, pardon, que, par exemple, que les personnes qui sont susceptibles de devenir conducteurs, pardon, ne dorment pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de système complètement autonome, mais on s'approche progressivement, et d'où les questions d'éthique, que complètement remplacer l'humain par la suite. Et malgré tout, il y a aussi des vérifications qui sont mises en place. En fait, si à terme on arriverait à mettre un système qui soit complètement autonome, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, comme l'a dit Valérie, il faudrait quand même que l'humain mette aussi en place des mécanismes de vérification de ces systèmes. Il y a une dynamique, mais le point de vue technique et le développement. En charge dès le départ, on doit Alors aujourd'hui, alors au tout début de nous, c'était pas, ces dimensions éthiques n'étaient pas prises en compte, mais aujourd'hui, oui, ça arrive en force dans tous les grands projets qu'on a pu entendre parler, consulter un peu. Oui, l'éthique s'impose et Ouais, et c'est pour ça aussi que le projet nous a été proposé, c'est pour qu'on puisse éveiller aussi notre curiosité autour de ces aspects éthiques, pour que nous-mêmes, dans notre vie plus tard d'ingénieur, on réfléchisse aussi à ça. Ouais. Par exemple, dans les méthodes de développement, si vous avez des exemples précis ou justement les infléchis pour pouvoir intégrer. Alors, il y a des différentes méthodes qui sont censées être en œuvre. C'est-à-dire que les entreprises vont annoncer qu'elles ont des politiques d'agents autonomes éthiques, disant, voilà, nous, à chaque fois qu'on développe, on respecte ce cahier des charges-là pour s'assurer que notre agent soit éthique. Et c'est quelque chose qu'on vient venir imposer. Le problème, c'est entre ce qui est annoncé vis-à-vis de l'extérieur, c'est beau, c'est de la relation publique, c'est ce qu'on dit, et ce qui est réellement fait.
Et en fait, donc, il y a un article qu'on a sur justement quelle était la part de finalement de mise en place réelle. Et tout ce qui est un peu des formations ou des espèces de l'intervention d'un expert extérieur qui va venir donner des conseils dessus, ça existe. Après, des méthodes vraiment définies avec un cahier des charges, il faut faire A, B, C. Elles n'existent pas encore vraiment, elles sont pas vraiment mises en œuvre. Donc il y a certaines personnes qui sont même allées étudier de potentiels outils qui viendraient s'imposer sur le code pour vérifier que le code soit éthique. Mais pour le moment, c'est vraiment assez balbutiement et c'est pas quelque chose qui est vraiment opérationnel. Ça arrive, ça se développe, il faut faire les simples. J'avais des questions remarques, ça va être un conflit. Mais d'abord, j'avais discuté avec vous. On a intitulé des sujets sur chaque thème. Autoprotection de. Bref. Et puis, non, laissez sur et surtout sur l'aspect actuellement. Préciser le vocabulaire, parce que quelquefois, on parle d'agent autonome. Et agent du système. Globalement, l'influence de l'action d'un du système. Là, on va mettre ça là, et dans terminé, les perceptions avant de décider, d'accord, il manque l'action, c'est-à-dire quoi dans les discussions, ce que l'agent fait ou l'influence qu'il a fait. Donc, encore un système autonome et des réverbères voilà un petit peu les réflexions. Ok, vous voulez qu'on les reprenne dans l'ordre et qu'on déroule Vous répondez à ce que vous voulez. Ok. Juste pour, Donc, on va peut-être prendre première question sur l'aspect autoprotection. En fait, donc l'exemple qu'on vous a mis ici, c'était l'intelligence artificielle de Microsoft qu'ils avaient lâché sur Twitter pour apprendre à communiquer avec les gens. Et bon, on se retrouve au bout d'une demi-journée au fait qu'elles soutiennent les génocides. Donc le but du sujet, c'était de pouvoir se remettre en question et pouvoir justement avoir des contrôles, donc comme il a été mentionné, vis-à-vis préalablement au moment de la conception, pour pouvoir faire en sorte que l'éthique fasse partie finalement de la conception de ces agents et pour pouvoir empêcher de potentielles dérives comme celle-ci. Okay. Est-ce que ça a répondu à votre point? Okay. Second point, l'actuation. Donc le second point, c'était la différence entre agent et système. Globalement, en fait, dans la littérature, les deux termes sont un peu interchangeables. C'est peut-être parce que le vocabulaire n'est pas assez précis. Il faut pas considérer système au sens qu'on a un peu en France de vision systémique ou autre, mais plus en tant que vraiment une machine capable d'interagir et la vision qu'on a globalement à l'heure actuelle des agents autonomes, c'est un peu la machine interagit toute seule. C'est la voiture qui se conduit toute seule, mais elle n'interagit pas avec les autres voitures. Peut-être pas tellement avec les autres voitures autour, à part pour échanger mais c'est pas un réseau construit formant une ville intelligente ou quelque chose comme ça, un système de transportation. C'est vraiment un système qui évolue tout seul. Donc pour le moment, en fait, les termes sont vraiment un peu interchangeables dans la littérature, peut-être parce que cette conception de différents agents autonomes qui évolueraient en réseau pour former un système n'est pas vraiment développée. Il y a des articles qui sont là-dessus, mais pour le moment, c'est pas, comme c'est un peu au balbutiement, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on avait creusé. Et la troisième question, c'était pour la prise de décision, l'action. Ouais, alors, ouais, c'était ici. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis l'action avec une interaction avec l'environnement. Je veux dire l'autonomie dans le moment. Le fait que vous faites a une influence. Vous avez la perception et puis aussi ça modifie. Percevez l'environnement. Oui, c'est ça. Donc là, on a fait le choix de ne pas mettre la dimension action, en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, déjà, la plupart des agences, systèmes, qu'on vient de dire, c'est un peu encore mélangé.
le font sans intervention humaine. Pour reprendre l'exemple de la machine à cookies, il n'y a pas d'intervention humaine dans la réalisation de l'action en fait. Effectivement, en fait, l'action, c'est vraiment une part importante. Et c'est un peu tellement intrinsèque que c'est. Voilà. Avec l'agent, il réagit sinon au final, c'est pas un agent. Donc, oui. Mais effectivement, ça aurait le mérite d'avoir un explicité les évidents sur l'agent, mais effectivement, l'agent, du fait qu'il agisse, qu'il soit lui à la si oui ou non, cherche quel est le message principal de la recherche de Pour l'instant, moi, je dirais d'être. Oui. Donc la question, c'était est-ce que qu'est-ce qu'on donnerait nous comment dire Comme ce travail sur les études, quel conseil on donnerait? quel conseil on donnerait, c'est ça. Moi, je dirais d'être conscient d'être conscient de, surtout nous dans le numérique, d'être conscient de quand on va faire quelque chose qui va être automatisé, bah, penser aux conséquences que ça pourrait avoir. Et pour l'instant, je donnerais ça comme première approche. Vision qui organise le système et une code qui est opérationnel qui fonctionne comme il le souhaite, programme de nature. C'est également intégrer des enjeux sur le long terme et possibles déviances qu'on pourrait observer sur ce système-là en fait. Quant à la question, est-ce que ça fait partie de notre formation? Nous, en plateforme numérique, on a eu un cours sur l'éthique. Donc, c'est une des personnes qu'on interrogerait potentiellement en backup. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit. Derrière, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les autres tafs. Effectivement, c'est une question qui est relativement intéressante. Et juste une initiation ou quelque chose de très rapide à voir. Il y a Netflix notamment a fait un film sur l'impact de l'éthique dans le numérique et c'est le conseil que je donnerais. Regardez ça, ça prend une heure et demie et ça permet d'avoir une vision un petit peu générale du sujet et de bien comprendre les enjeux. Si je peux ajouter un mot, je ne sais pas si vous m'entendez. En recherche, ça s'appelle l'éthique computationnelle, ce dont vous parlez. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué dans le cadre du groupe de projet parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Juste une remarque qui est une question pour regarder. Je trouve que comme le sujet est assez vaste, lorsque dans le sujet, dans le méthodologie, parler. Deux domaines comme ça, qui sont si vous aboutissez à une publication, à l'intérieur de cette publication, ce serait quoi le résultat? Si vous savez déjà, Justement, au fur et à mesure de la rédaction de l'article, pour l'instant, on écrit ce qu'on a vu, les related works et enfin, tous les travaux qui sont déjà faits autour de l'éthique. Et on va après arriver, notamment aussi avec l'interview qu'on va faire, on va arriver à nous-mêmes à donner, je sais pas, enfin c'est ça l'objectif, d'avoir une part qui va constamment grandir de ce que nous on préconiserait, quelle est notre réflexion, et on va pouvoir l'alimenter ça. L'objectif, c'est de pouvoir vulgariser un petit peu et présenter à quelqu'un qui ne connaisserait pas forcément le sujet ou pour pouvoir justement pour que quelqu'un qui ait suivi un peu à distance le sujet puisse se remettre à jour de qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle et se remettre au bout du jour de l'existence. Il y a une question en ligne. Oui, merci. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la finance, mais il me semble que dans le domaine de la finance, il y a des décisions automatiques qui sont prises aussi et qui ont potentiellement des conséquences sur la santé financière d'entreprises, etc., et donc des conséquences sur des vies humaines.
Est-ce que vous avez regardé ces aspects-là ou est-ce que c'est des choses qui ont déjà été regardées dans la littérature que vous avez pu voir? Et est-ce que vous avez un avis là-dessus? Donc, on en a parlé, on en a discuté effectivement. Après, le problème, c'est que c'est un petit peu trop lié vers l'intelligence artificielle et moins vers les agents autonomes, au sens où c'est pas, il n'y a pas vraiment la partie physique de l'agent. C'est vraiment un ordinateur qui va prendre la décision. Ce à quoi vous faites référence, c'est principalement le trading haute fréquence. C'est des sujets qui ont déjà été un petit peu abordés et qui sont, on voit, notamment moi je viens d'une école de commerce, je viens faire un double diplôme, c'est des sujets qu'on voit en école de commerce. Et effectivement, c'est des sujets qui sont déjà discutés et sur lesquels on ne s'est pas focalisé à l'heure actuelle. Ok, merci. Merci. Pas d'excuse, quoi.